j'ai été toujours mal considéré. Parce que je suis né au Liban, c'est déjà un grand défaut. Et deuxième chose, j'ai fait fortune en Ukraine. Ouais. Donc pour les gens, ou les Français en général, c'est déjà une double faute. Omar, bienvenue sur le plateau, tu m'en as parlé. Merci. Vous êtes né le 20 avril 1969 à Tripoli, au Liban, père professeur de littérature dans un collège catholique, il était pourtant sunnite, écrivain et engagé politiquement. Il avait été enlevé par les Syriens au moment de l'invasion du Nord-Liban. Oui, exactement. Mère directrice d'école publique. Alors, enfance passée presque exclusivement sous les bombes, pendant la guerre civile au Liban, vous dites on allait à l'école la peur au ventre. Oui, parce qu'on risquait de tomber sur des snipers, et d'ailleurs on a été souvent la cible des snipers, et on risquait de ne pas revenir à la maison vivant. Donc ouais. C'était tout le temps la mort nous guettait partout. Votre seul refuge, c'est votre piano. Ouais. Et l'arrivée de votre piano sous une pluie battante restera le souvenir le plus marquant de votre enfance, finalement. Effectivement, parce que le piano était destiné à ma sœur aînée, et le jour de l'arrivée de ce piano, déjà tout le quartier le regardait bizarrement, parce que pendant la guerre, qui va penser à acheter un piano? Le piano arrive, je le regardais, c'était le coup de foudre pour moi. Ouais. Et c'était pour ma sœur, donc il fallait pas toucher à ce piano. Et puis un jour, j'ai pris l'initiative de le toucher, et j'ai aimé ça. Alors, vous faites vos études chez les Carmélites, ensuite chez les frères Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Vous êtes un élève pas terrible, faut dire les choses, mais un pianiste prodige. Et à l'époque, votre rêve, c'est de devenir pianiste concertiste. Je passais mes journées à lire la biographie de pianistes, de compositeurs, et j'aimais surtout les compositeurs soviétiques, russes. Et vraiment, c'était mon rêve. Et je m'entraînais en secret au départ, parce qu'à la maison, le matin, il n'y avait personne, mes parents étant enseignants. Je faisais l'école buissonnaire pour revenir à la maison, jouer, jusqu'au jour où les voisins ont dit à mes parents comme quoi votre fils, il joue bien. Et là, c'était... je pensais au scandale. Et puis finalement, mes parents m'ont demandé de jouer. Et ils ont aimé ce que je jouais. Et un jour, vous êtes remarqué dans un concours organisé par l'ambassade du RSS à Beyrouth. Et vous gagnez le droit d'aller étudier la musique en Ukraine. Effectivement. Je pensais toujours que les concours, c'est truqué, que ça ne peut pas m'arriver. J'ai participé comme ça, d'ailleurs en cachette à mes parents. Et un jour, une délégation de diplomates soviétiques vient me frapper à la porte en demandant est-ce qu'on peut rencontrer Omar Harfouch. Et il a participé à un concours, il a gagné. C'était un concours pour tout le Moyen-Orient. Et le prix était un visa et un billet pour l'Union soviétique. C'était l'Union soviétique à l'époque. Et le départ était dans 3 jours. C'est-à-dire, il me donne le visa et le billet d'avion et je devais déjà partir. Mes parents, ils étaient scandalisés. L'Union soviétique, c'était un pays pauvre. Pourquoi Moscou, alors que j'avais déjà une bourse pour aller à Aix-en-Provence, en France, pour faire des études de musicologie. Et moi, j'ai dit non, c'est l'Union soviétique, je vais aller là-bas, c'est mon rêve. Et voilà, et je suis parti. Et voilà, vous quittez le Liban à l'âge de 15 ans, donc. Mais alors, vous allez vite laisser tomber la musique pour les affaires. Vous dites, j'ai très peu exercé mon métier de pianiste, car j'ai vite découvert que j'étais un mauvais interprète. Alors, c'est quoi? Vous étiez un prodige ou un mauvais interprète? Alors, j'étais un prodige pour le Moyen-Orient, mais quand je suis arrivé au conservatoire de Moscou, Tchaïkovski, qui est le plus grand et le plus important du monde, j'ai découvert que j'avais pas la technique. Il faut savoir que j'étais en classe avec Evgeny Kissin. Kissin, aujourd'hui, est le plus grand pianiste au monde. Donc, bien sûr que j'avais pas la technique. J'ai pas commencé à l'âge de 3 ans de faire du piano, mais j'ai quand même essayé. J'ai fait des études pendant 5 ans. Et puis, un jour, j'ai découvert que je ne serais pas un grand pianiste, donc autant penser à faire autre chose. À faire autre chose, alors vous faites des affaires, parce qu'en 1994, vous avez rencontré Léonid Koutchma, le président d'usine d'armement en Ukraine, avec qui vous étiez lié, et ce Koutchma devient président de la République en Ukraine, donc coup de bol. Quand j'ai rencontré Koutchma, il était juste directeur d'une usine secrète, parce que c'est là-bas où on fabriquait les missiles nucléaires, mais également la station Mir. Et donc, j'étais le premier étranger qu'il rencontrait. Je me souviens qu'une fois, je lui ai tenu à la main $1 américain. Et il n'avait pas le droit de le toucher. Et moi, je l'ai tourné comme ça pour qu'il voit ce que c'est $1 américain. Et puis après, l'Union soviétique s'éclate, l'Ukraine devient par hasard indépendant, sans révolution, sans rien. Et puis, ils organisent des élections. Et lui, en tant que directeur de la plus grande usine industrielle,
il devient candidat et moi je l'aide pendant ces élections, il gagne. Et voilà. Vous êtes aussi lié avec le futur Premier ministre, enfin vous connaissez du monde en Ukraine, bizarrement. Et là, vous créez votre première radio FM, Supernova, et un magazine donc, qui s'appelle Paparazzi. En 1998, vous rachetez pour l'Ukraine et une demi-douzaine d'autres pays la licence du concours Elite Model Look. Mais là, ça va très mal se terminer. Hein. Au départ, ça se passait bien. J'ai organisé le concours en Ukraine. On découvre que les blondes n'étaient pas suédoises, mais ukrainiennes ou russes. Et là, je tombe sur des perles, c'est des jeunes filles de 16 ans qui, d'un jour à l'autre, font la publicité des plus grandes marques du monde avec des contrats de $600 000, $1 million, etc. Pour moi, c'était parfait. On faisait des concours avec des sponsors, on arrivait à 5 millions parfois le concours juste avec le sponsoring. Pour moi, c'était du business. Je voulais faire ça proprement. Et puis, je découvre en fait que ce qui se passait à l'agence à Paris, à Milan et à New York, c'était loin de ce que j'imaginais. Et donc là, je découvre quand même le côté glauque de modeling. Encore à l'époque, il n'y avait pas Internet, la transparence, etc. Après, ils m'ont pris pour l'international, c'est-à-dire gérer 62 pays. Et là, j'ai dit, écoutez les gars, on a des sponsors jusqu'à 11 millions. Il faut qu'on fasse ça transparent parce que s'il y aura un scandale sexuel ou autre, on va tout perdre. Et eux, ils m'ont dit, ben nous, non, le sexe, c'est la priorité, on fait ça pour le sexe et tout le reste, on s'en fout. Alors du coup, j'ai essayé de leur convaincre bon, le sexe, vous arrivez toujours à coucher avec ces mannequins. Pendant le concours, laissez-les tranquilles. Ça n'a pas marché, ils ont continué à faire leur système. Alors je demande à mes avocats d'envoyer des lettres recommandées et là, c'était la presse s'est intéressée et c'était le clash médiatique et c'est devenu connu dans le monde entier. Entre votre radio, votre journal, Elite Model Look, vous gagnez beaucoup d'argent à l'époque. Je gagnais beaucoup d'argent parce que je faisais des bonnes choses. Il faut savoir que ayant un pied en France, je connaissais la télévision du futur en Ukraine. C'est-à-dire, je voyais ce qui se passait en France. Quand, par exemple, le magazine que j'ai fait en Ukraine, c'était presque une copie d'un magazine qui existait en France. Et quand j'ai ouvert la radio FM, la FM n'existait pas en Ukraine non plus, c'était que pour l'armée. Et donc, j'étais toujours en avance, j'avais 10 ans d'avance. Et donc, bien sûr que les sponsors et les annonceurs venaient en priorité vers moi. Et puis moi, je voulais que faire des affaires propres, gagner pas beaucoup d'argent, un peu d'argent, mais gagner quand même, et faire, je rêvais quand même de faire une carrière internationale dans les affaires comme tout le monde. Et voilà. Alors en 2006, vous revenez donc sur le devant de la scène dans une émission de télé-réalité qui s'appelle « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Alors là, évidemment, le grand public vous connaît, c'est la gloire. Comment a réagi votre entourage à ce moment-là? Alors mes parents ne regardaient pas la télé-réalité. Mon père, il est tout le temps dans ses livres. Il ne savait pas ce que c'était, au juste. Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais parti au Brésil comme une célébrité française, disons. Ils étaient flattés, disons. Les médias vous ont mal considéré, finalement? J'ai été toujours mal considéré. Parce que je suis né au Liban, c'est déjà un grand défaut. Et deuxième chose, j'ai fait fortune en Ukraine. Donc pour les gens, ou les Français en général, c'est déjà une double faute. Être libanais, c'est déjà être mal né, c'est déjà un escroc, déjà rien que par ma naissance. Et faire fortune en Ukraine, c'est tout de suite la mafia, la prostitution, la drogue et tout ça. Et donc, tout de suite, j'ai été très mal vu. Et en général, en France, on n'aime pas les gens qui réussissent, encore moins ceux qui viennent de l'étranger. Vous avez gagné beaucoup d'argent? J'ai gagné pas mal d'argent, en fait. Vous pourriez vous arrêter quand même? Je peux, oui. Je travaille très peu, Thierry, en réalité. Je travaille de temps en temps, quelques heures par jour, et la plupart du temps, je suis au soleil, je voyage. Alors, est-ce que vous avez rencontré l'amour à travers tout ça? J'ai été souvent amoureux. Je tombe facilement amoureux, et à chaque fois, comme si c'était la première fois et la dernière fois. Et j'aime beaucoup aimer. Et j'aime quand même, mais avec une passion. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la relation à deux. Là où on oublie le monde autour de nous, on voyage, on fait l'amour, on ne pense à rien d'autre. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est bien. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? C'est-à-dire, donc, sortez-moi de là, je suis une célébrité. En réalité, l'émission qui m'a marqué le plus, c'est plus que je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'était une émission qui s'appelait Tout le monde en parle. Et c'était le début de tout. J'étais personne,
Et d'un seul coup, je deviens quelqu'un grâce à un passage de 15 minutes dans une émission très regardée, très appréciée et très respectée. Ouais. Voilà. Quel a été le pire moment? Là, avec le recul, je garde vraiment que les meilleures choses et je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de haine. Et par exemple, l'attentat avec une bombe artisanale qui fait exploser la Bentley de votre frère, ami et associé Walid, alors que dans votre magazine Paparazzi, vous avez publié des révélations sur l'enrichissement du fils de Viktor Yushchenko, le leader de la révolution orange. Ça doit être un mauvais souvenir quand même. En Ukraine, il y a eu une révolution orange très prometteuse qui parlait de la transparence, de la démocratie. Nous, on avait un magazine qui était le numéro 1 en Ukraine. On découvre que le fils de président transparent et démocratique et pro-occidental, d'un jour à l'autre, il a 180 millions de dollars sur son compte. Il a 19 ans, étudiant, il ne fait rien dans sa vie. Donc nous, on ne peut pas ne pas parler de ça. En essayant de parler de ça, on reçoit des appels de ministres de l'Intérieur et autres en disant « il ne faut pas sortir ce sujet, sinon vous allez le regretter ». Quand on a envoyé le sujet à l'imprimerie, la voiture, une nouvelle Bentley, dernier modèle, qui venait juste d'arriver la veille, le lendemain, elle a explosé. Et nous, on habite en face du président. Donc, on a tout de suite compris que c'était lui. Bon, déjà, il nous a menacés lui-même. Bien sûr, pour moi, c'était une double déception. La première, c'est toute l'attente de ce qu'il nous a promis. Et bien sûr, c'était une illusion. Et deuxième chose, c'est la peur, parce que ça a explosé en bas de chez nous. Le bruit était très impressionnant. La voiture, elle brûlait. Et donc, pour moi, c'était un moment très, très, très difficile, effectivement, dans ma vie, parce qu'on a pensé à laisser tomber l'Ukraine, à partir à l'étranger. Et pendant 5 ans, le président ukrainien m'a mené une guerre pas possible. Il voulait me vider mes comptes, arrêter mon business. Il n'a pas réussi. Et heureusement, il a perdu les élections et il est parti. Et maintenant, ça va? Maintenant, ça va, parce que le président qui est actuellement en Ukraine, c'est quelqu'un que j'ai aidé à l'époque de la Révolution orange. Je suis toujours resté fidèle à lui. Et là, quand il est revenu, il nous a remerciés avec mon frère. Il nomme mon frère, par décret présidentiel, président de la télévision nationale ukrainienne. Et puis moi, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, moi, tout ce que je veux, c'est vivre tranquillement, continuer ma vie et surtout libérer mes comptes bancaires parce qu'ils ont été bloqués pendant 5 ans. Vous êtes nostalgique aujourd'hui de cette époque, disons de la télé-réalité, de tout le monde en parle, enfin à l'époque vous étiez sous le feu des projecteurs. En fait, les projecteurs m'ont brûlé, m'ont fait très très mal. J'ai compris, au départ, je me disais que le proverbe français « vivons cachés, vivons heureux » était ridicule, et puis si on a gagné de l'argent, il faut le montrer, Puis maintenant, je me suis francisé, disons, et j'essaye de me cacher pour vivre heureux, mais je ne regrette pas non plus ce que j'ai fait, parce que sinon, j'aurais resté toute ma vie le petit Libanais, comme m'appelait. C'est un petit Libanais, et puis c'est tout. Maintenant, je suis le grand Libanais, mais je reste quand même Libanais. Vous avez de la rancune pour quelqu'un? Oui. Pour mes anciens associés d'élite, qui avaient à l'époque fabriqué quand même des faux papiers de police pour me mettre en cause, pour me discréditer, ça laisse une amertume et c'était pas facile. Et Yushchenko, vous lui en voulez? Yushchenko, c'est un pauvre gars. Il a fait une opération de Botox parce que c'était un bel homme, obsédé par les jeunes filles et tout ça. Ça a mal tourné. Alors il a fait semblant comme quoi il s'est fait empoisonner, que les Russes voulaient le tuer, etc. Mais c'était juste des piqûres de Botox qui n'étaient pas de bonne qualité. Donc il me fait plus de la peine qu'autre chose. Alors si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Omar? Déjà pour commencer à Élite, je crois que je n'aurais pas fait les révélations de l'époque. J'aurais pu peut-être rester à l'intérieur et essayer de régler les choses de l'intérieur, mais sans vraiment l'annoncer au grand public. Peut-être j'aurais pu réussir à emmener Élite dans une situation meilleure, parce qu'après mon départ, Élite a fait faillite et elle n'est plus la grande agence de mannequins. Deuxième chose, j'aurais peut-être pas embrasser Madame de Fontenay sur la bouche comme je l'ai fait une seule fois. Ça, oui. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? J'ai fait don de mes organes, donc je ne sais pas ce que je vais devenir après ma mort. Pourquoi vous n'écrivez pas sortez-moi de là, je suis une célébrité? Qui viendra déjà pour le lire? Personne ne viendra le lire. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Omar. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.